il existe au Congo aujourd'hui un régime d'apartheid. C'est un fait, il n'est pas généralement appelé Carrément, comme vous ça, parlez mais c'est un... d'apartheid. Il faut peut-être une petite explication sur Oui, quand ce je thème. dis que c'est un régime d'apartheid, dans la définition courante, le régime d'apartheid consiste à séparer les populations par groupe ethnique. Donc, quand on dit groupe ethnique, ça peut être basé sur la race, ça peut être basé sur une culture, mais en tout cas, on sépare les populations, on opère une ségrégation au sein de la population et on organise la domination de certains groupes par un groupe qui est choisi. Et dans le cas du Congo, vous avez donc cette domination du reste de la communauté nationale. C'est un apartheid qui a évolué. Nous avons un État qui ne garde pas au trésor public l'argent public. Et le ministre qui a demandé que l'argent soit ramené au trésor public, ce ministre-là a été révoqué. Donc, c'est un État qui marche sur la tête. Et quand vous prenez l'ensemble de ces éléments, vous les mettez côte à côte, vous vous rendez compte qu'il ne fait pas ce que doit faire un État et fait tout ce que les États ne font pas. Et vis-à-vis de la communauté internationale, cela représente un danger. Et plus loin, sur la question des passeports congolais qui aujourd'hui semblent être dans toutes les mains, lorsque un État s'effondre ou est sur le point de s'effondrer, alors qu'il est supposé au regard des autres, donc un État apporte la garantie aux autres que le groupe humain qui est sur son territoire est sous son contrôle. Et donc, lorsqu'un acte terroriste, par exemple, se produit aux États-Unis, ce qui a été le cas quelques jours avant la mesure dont nous sommes en train de parler, s'il y a des citoyens qui sont concernés, l'État victime peut s'adresser à l'État dont sont ressortissants les personnes en question ou dont les pièces d'identité montrent que ces personnes en sont ressortissantes. On peut s'adresser à son État d'origine qui vous fournit des informations complètes sur l'individu. Où est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il a travaillé pendant les 20 dernières années, donc un historique. Or, l'État congolais qui n'a plus le contrôle de ces documents n'est pas capable de renseigner sur ses citoyens, donc a perdu le contrôle. Du coup, il n'offre plus aux autres États la garantie qu'on est censé attendre, qu'on peut attendre de lui. Et par conséquent, les 6 millions de citoyens congolais qui sont sur le territoire d'un État qui a démissionné, qui a perdu le contrôle et qui se livre à des activités inhabituelles des États, ces 6 millions de citoyens deviennent un danger public pour les autres États. Par conséquent, l'Amérique se protège de ces citoyens-là. Et ce qui va se passer, c'est que les autres États vont suivre l'Amérique. Donc, le Canada suivra, le Japon suivra, les pays occidentaux en général suivront, et le Le Congo va Royaume-Uni et tout ça, tout ce progressivement monde-là va isoler. suivre. Donc, tous ces pays-là vont suivre et les Congolais, l'effet immédiat de cette mesure sur les Congolais et les effets à moyen terme, c'est que tous les pays où nous pouvons nous rendre sans visa, progressivement, on ne pourra plus y aller. Et même les pays dans lesquels on peut aller avec des visas, on ne sera plus accepté. La mesure qui a été prise par Donald Trump est une mesure qui frappe tous les Congolais sans distinction. Et lorsque d'autres États vont se mettre à imiter les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, en tant que première puissance du monde, donnent le tempo à l'évolution de ce qui se passe sur la planète. Lorsqu'ils ont adopté la biométrie, tous les passeports de la planète sont devenus biométriques. Il n'y a même pas une puissance qui a résisté à cela. Tout le monde est passé à la biométrie. Donc, quand les Américains vous bannissent, vous indexent comme étant des citoyens dangereux, vous devez vous attendre à ce que le monde puisse suivre cette tendance. Le message de Donald Trump aux Congolais, donc, par rapport à ses conséquences pour eux, c'est qu'on attend des Congolais qu'ils réagissent face à cette mesure, cette sanction
qui est prise contre eux individuellement parce que ça pèse individuellement sur chacun des Congolais. Le message de Donald Trump, c'est Congolais, faites quelque chose. Soit vous réorganisez, donc vous reprenez le contrôle de votre pays, vous présentez un État sérieux au reste du monde, donc un gouvernement responsable au reste du monde, soit vous acceptez les mesures qui vont s'abattre sur vous de façon successive, qui seront prises par différents États. Si je puis résumer ce message d'une formule, c'est débarrassez-vous de M. Sassou Nguesso et donnez-vous des institutions respectables. Après la petite poignée de main de Donald Trump dérobée à Notre-Dame de Paris, qui semblait donner du zèle au tyran de Brazzaville, le couperet est tombé, vous le savez, le 5 juin dernier, comme une foudre sur Denis Sassou Nguesso, avec malheureusement des conséquences graves et incalculables sur les Congolais qui sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis. La proximité du tyran de Brazzaville avec le Hezbollah en serait la raison principale. Nous évoquerons également la présidentielle 2026. Quel intérêt face au chaos socio-économique, non sans décrypter les menaces proférées à l'encontre des Congolais par un membre du Parti congolais du travail en plein culte dans la basilique Sainte-Anne du Congo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, en voici un extrait. Parce que ici, nous avons les jeunes générations qui ne comprennent parfois pas. Même cette basilique a connu les affres de la guerre. Nous étions le 5 juin 1997, alors que nous parlions élection présidentielle, que la guerre, les gérants de l'époque, au lieu d'une élection claire et saine, ont servi donc au peuple congolais la guerre. Ici, nous implorons la miséricorde du Seigneur, de telle manière que nous aussi, nous avions péché. Les autres aussi ont péché. Que nous ne vivions plus cela. Comme le président Sassou disait, plus jamais cela. Plus jamais cela. Voilà, on en parle aujourd'hui avec mon invité, Charles Alissé Poiti-Amar. Bonjour. Oui, bonjour, M. Perrin. Merci, vous êtes diplômé des Sciences Po de Lyon et de l'ENA du Canada, diplômé de l'École de hautes études de commerce de Montréal et de l'École du barreau de Québec, avocat au barreau de Paris et du Québec, homme politique congolais. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur R7. Le Hezbollah, pour ceux qui l'ignorent encore, est une organisation terroriste définie comme telle par les États-Unis. L'organisation qui, à travers ses membres installés au Congo-Brazzaville, serait soupçonnée de financement du terrorisme. Une des causes majeures qui ont conduit donc l'administration Trump à placer le Congo-Brazzaville sur la liste noire. Et d'ailleurs, nous apprenons que Thierry Mungala aurait été, je mets ça encore au conditionnel, aurait été dépêché en France pour tenter de désamorcer cette crise entre Washington et Brazzaville. Mais dans un premier temps, Charles Alissé Poiti-Amar, votre commentaire sur cette mesure américaine qui interdit désormais les Congolais de Brazzaville. C'est vrai qu'on parle de 12 pays, dont 4 pays africains, mais on reste sur Brazzaville. Votre commentaire. D'abord, la raison que vous avancez, elle fait partie des raisons, ce n'est pas la raison unique, parce que vous comprendrez que le Soudan se retrouve sur cette liste, non pas parce qu'il finance le terrorisme,
L'Afghanistan se trouve sur cette liste, non pas parce qu'il finance le terrorisme. La Libye s'y trouve aussi. Ce n'est pas parce qu'elle finance le terrorisme, mais parce que ce sont dans le jargon international, ce sont des États en pleine décomposition. Ça veut dire que vous n'avez pas un gouvernement responsable du territoire sur lequel l'État est supposé exercer le contrôle. Et ça, Les c'est États la... faillis alors, donc vous parlez là des États faillis, Carban. Exactement. Donc, cette terminologie d'État failli, c'est celle qu'il faudrait retenir dans le cas du Congo parce que les liens avec des organisations terroristes sont des liens encore supposés aujourd'hui. Ils ne sont pas formellement établis, ils sont supposés. Cependant, les raisons de décrépitude de l'État, à cet égard, il n'y a absolument aucun doute. Vous prenez le FSI. Le Failed State Index, qui est produit en Californie, donc qui calcule la viabilité et la durabilité de la situation gouvernementale des États. Cet indice montre que le Congo réunit aujourd'hui plus de 90% des critères de la faillite d'un État. Or, lorsque vous arrivez à ce niveau, cela signifie que il y a certes un gouvernement qui prétend, je dis bien qui prétend exercer un contrôle sur le territoire que revendique l'État en question, mais la réalité des faits est que ce gouvernement a perdu le contrôle, n'est plus effectif sur le territoire, dans le sens que, par exemple, concernant la solvabilité de l'État, est-ce que cet État est encore solvable? Si vous posez cette question en ce qui concerne le Congo, vous savez que c'est un gouvernement qui n'arrive plus à payer ses fonctionnaires, qui ne paye plus ses retraités, qui a beaucoup de difficultés, sinon qui a abandonné ses étudiants à l'étranger. Certains ont jusqu'à 6 ans sans paiement de bourse d'études. Et donc, vous avez cette situation complexe. Et au-delà de la solvabilité, sur l'effectivité du gouvernement, cela se mesure par la fourniture continue et régulière des services publics sur le territoire. J'aime bien prendre l'exemple du service public de transport. Vous prenez l'ensemble du territoire national du Congo, il n'y a pas de service public de transport. Donc, absolument nulle part, vous avez un service public de transport qui fonctionne. Ce qui fait que quand un étranger arrive sur ce territoire, la question qu'il se pose, c'est comment les gens font pour se déplacer. Parce que ce n'est pas tout d'écrire dans la Constitution que les gens sont libres d'aller et de venir, mais encore qu'ils aient la possibilité matérielle de le faire. Et donc, l'étranger qui vient constate que l'État ne fournit pas ce service public de transport sur l'ensemble du territoire national. Alors, comment les gens font pour se déplacer? Ce sont des particuliers qui se débrouillent à offrir ces services à titre commercial. Et donc, en prenant ces éléments, vous vous apercevez qu'il y a une absence d'État à l'intérieur et ce qui reste en réalité de l'État congolais, c'est une façade institutionnelle. Donc, vous avez un gouvernement, un parlement, un président de la République, mais ce n'est qu'une façade institutionnelle. À l'intérieur, l'État a dépéri. Et nous ne sommes pas loin de la situation qui avait précédé l'effondrement de la Somalie. Ça avait commencé comme ça jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la façade institutionnelle. Et quand la façade institutionnelle s'est effondrée, l'État a disparu. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, ils essaient de rebâtir cet État. Et le Congo se trouve dans la même liste que la Somalie, un pays où l'État avait disparu. Ils sont en train d'essayer de se reconstruire et nous sommes sur la même liste que cet État. En Libye, il n'y a plus de gouvernement formel, c'est un ensemble de forces qui se disputent le gouvernement. Nous sommes sur la même liste que la Libye. Au Soudan, il y a eu une guerre, il n'y a plus de gouvernement unique parce que ce sont des forces qui se disputent la représentation de l'État et nous sommes sur la même liste. Donc, au regard
de la communauté internationale, le Congo n'est plus qu'une façade institutionnelle qui se présente comme un État. Et dès lors que cette mesure-là est prise, et ça, il faut le préciser, c'est une mesure qui est prise à l'encontre des Congolais, pas du gouvernement congolais ou de la République du Congo, mais à l'encontre des Congolais, parce qu'on le mentionne précisément, les ressortissants de la République du Congo. Et évidemment, Charles Anissé, vous disiez tout à l'heure que c'est parmi les mesures. Évidemment, vous avez développé le côté, en fait, qui montre aujourd'hui, et ce n'est plus un secret, tout le monde le sait, l'État congolais n'existe plus. Hein, voilà, et c'est la vérité, c'est un État en totale déliquescence, mais parmi ces mesures, il y a également les soupçons qui peseraient sur le Congo-Brazzaville de financement du terrorisme. Dernièrement, c'est un certain Rodrigue Nguesso qui avait été reçu par les services américains dans ce contexte, bien sûr. Et ça, on ne peut pas non plus écarter cela. Mais moi, je voudrais comprendre avec vous les conséquences politiques et diplomatiques de cette mesure. D'autant plus que le Congo n'est plus un État failli, nous l'avons dit, vous l'avez largement démontré, et tout le monde le sait que l'État n'existe plus au Congo-Brazzaville. On y reviendra tout à l'heure avec les réalités actuelles du Congo-Brazzaville. Quelles sont maintenant les conséquences politiques et diplomatiques de cette mesure sur le Congo-Brazzaville? Mais avant d'aller sur les conséquences diplomatiques, il faudrait quand même illustrer pourquoi est-ce que la communauté internationale arrive à considérer que cet État n'existe plus. Parce qu'il ne fait plus ce que doit faire un État normal et fait ce que ne fait pas un État normal. Par exemple, l'enlèvement, la séquestration, les tortures et les exécutions des opposants, ça, un État ne le fait pas. Et ce qu'un État doit faire, ça, ils ne le font pas non plus. Donc, dans le sens que ils ne réagissent pas face aux scandales financiers énormes qui sont annoncés depuis les Pandora Papers jusqu'à l'évasion d'un citoyen soupçonné par l'opinion publique et aussi par les pouvoirs publics eux-mêmes d'avoir détourné de fortes sommes d'argent du trésor public. On a laissé s'évader ce citoyen-là. Souvenez-vous. Vous faites allusion, pour ceux qui nous suivent, parce que tous ne sont pas congolais, vous faites allusion à l'affaire Dongou Zidane qui aurait détourné... Oui, je ne nomme pas parce que je... Non, mais moi, je préfère le nommer pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils peuvent aussi aller faire des recherches. Pourquoi? Qui aurait donc détourné près de 3 000 milliards en 5 ans, donc de 2020 à 2025. Je donne ces précisions parce que ceux qui nous suivent voudront aussi comprendre ce qui s'est passé concrètement et ils peuvent aller faire des recherches. Absolument. Vous êtes journaliste, c'est dans votre ressort, et moi, dans mon ressort, je dois respecter la présomption d'innocence. Et je voulais vous rappeler aussi qu'il y a quelques années, un individu avait été mis aux arrêts supposément pour avoir violé sa belle-fille qui devrait être mineure. Celui-là aussi a réussi à passer entre les mailles du filet. Nous avons un État qui ne garde pas au trésor public l'argent public. Et le ministre qui a demandé que l'argent soit ramené au trésor public, ce ministre-là a été révoqué. Donc, c'est un État qui marche sur la tête. Et quand vous prenez l'ensemble de ces éléments, vous les mettez côte à côte, vous vous rendez compte qu'il ne fait pas ce que doit faire un État et fait tout ce que les États ne font pas. Et vis-à-vis de la communauté internationale, cela représente un danger. Et plus loin, sur la question des passeports congolais qui aujourd'hui semblent être dans toutes les mains, lorsque un État s'effondre ou est sur le point de s'effondrer, alors qu'il est supposé au regard des autres, donc un État apporte la garantie aux autres que le groupe humain qui est sur son territoire est sous son contrôle. Et donc, lorsqu'un acte terroriste, par exemple, se produit aux États-Unis, ce qui a été le cas quelques jours avant la mesure dont nous sommes en train de parler, s'il y a des citoyens qui sont concernés,
l'État victime peut s'adresser à l'État dont sont ressortissants les personnes en question ou dont les pièces d'identité montrent que ces personnes en sont ressortissantes. On peut s'adresser à son État d'origine qui vous fournit des informations complètes sur l'individu. Où est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il a travaillé pendant les 20 dernières années, donc un historique. Or, l'État congolais, qui n'a plus le contrôle de ces documents, n'est pas capable de renseigner sur ses citoyens, donc a perdu le contrôle. Du coup, il n'offre plus aux autres États la garantie qu'on est censé attendre, qu'on peut attendre de lui. Et par conséquent, les 6 millions de citoyens congolais qui sont sur le territoire d'un État qui a démissionné, qui a perdu le contrôle et qui se livre à des activités inhabituelles des États, ces 6 millions de citoyens deviennent un danger public pour les autres États. Par conséquent, l'Amérique se protège de ces citoyens-là. Et ce qui va se passer, c'est que les autres États vont suivre l'Amérique. Donc, le Canada suivra, le Japon suivra, les pays occidentaux en général suivront, et le Royaume-Uni et tout ça, tout ce monde-là va suivre. Donc, tous ces pays-là vont suivre et les Congolais, l'effet immédiat de cette mesure sur les Congolais et les effets à moyen terme, c'est que tous les pays où nous pouvons nous rendre sans visa, progressivement, on ne pourra plus y aller. Et même les pays dans lesquels on peut aller avec des visas, on ne sera plus accepté. Et le message de Donald Trump aux Congolais, donc par rapport à ses conséquences pour eux, c'est qu'on attend des Congolais qu'ils réagissent face à cette mesure, cette sanction qui est prise contre eux individuellement, parce que ça pèse individuellement sur chacun des Congolais. La mesure, le message de Donald Trump, c'est Congolais, faites quelque chose. Soit vous réorganisez, donc vous reprenez le contrôle de votre pays, vous présentez un État sérieux au reste du monde, donc un gouvernement responsable au reste du monde, soit vous acceptez les mesures qui vont s'abattre sur vous de façon successive, qui seront prises par différents États. Si je puis résumer ce message d'une formule, c'est débarrassez-vous de M. Sassou Nguesso et donnez-vous des institutions respectables. Alors tout à l'heure, vous donniez quelques exemples, évidemment, vous avez cité voilà, le détournement, le vol des deniers publics. Il y a également 14 000 milliards qui ont été dérobés du fonds des générations futures sans que personne ne soit interpellé. C'est quand même 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Mais à vous entendre tout à l'heure, vous disiez, vous étiez sur deux concepts, disons, en train de c'est-à-dire l'État congolais en train de s'effondrer ou s'est effondré. Lorsque vous observez les réalités actuelles du Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un État déjà effondré ou en train de s'effondrer? J'ai mentionné la façade institutionnelle. Il ne nous reste plus que la façade institutionnelle. Quelques jours avant que l'Amérique n'annonce cette nouvelle, je m'étais prononcé sur la disparition de M. Lassim Bouiti. Et si vous regardez cette vidéo, je disais que le comportement du gouvernement congolais s'assimilait à l'absence de l'État. Parce que dans un monde de 8 milliards d'habitants, lorsque vous n'êtes que 6 millions, chacun de vous est précieux. Et lorsqu'il est annoncé que l'un d'entre vous ne répond plus aux appels, est porté disparu, et dans le cas de M. Lassim Bouiti, ce n'était pas simplement qu'il ne répondait plus aux appels. Il y avait des allégations sérieuses et un témoignage poignant de son épouse qui a expliqué que des personnes encagoulées, armées, sont venues le prendre mani militari chez lui devant sa famille. Face à de telles annonces publiques, que personne des pouvoirs publics ne puisse réagir à un tel fait, mais les bras vous entendent. Les bras vous entendent parce que dans les pays où
qui sont 10 fois plus peuplés que les nôtres. Et il y en a qui sont 100 fois plus peuplés que le Congo. Lorsqu'un individu est donné pour disparu, on mobilise l'ensemble des pouvoirs publics, l'ensemble des ressources publiques pour le retrouver. Sa situation doit être clarifiée. Dans le cas de l'État congolais, je disais des jours avant que cet État avait été absent. Donc, je reprends le terme de la façade institutionnelle. Nous avons ici aujourd'hui une façade institutionnelle. Et l'exemple que vous donnez, vous n'en trouverez nulle part dans le monde où 14 000 milliards de francs CFA disparaissent et personne n'estime devoir donner d'explication à qui que ce soit. Ça n'a pas d'équivalent. L'ensemble de ces éléments mis côte à côte vous montre que nous ne sommes plus face à un État. Nous avons des individus qui se réclament d'un État, qui occupent des fonctions, mais il n'y a plus d'effectivité d'État tel qu'on l'appelle en relations internationales. Alors, je reviens sur le cas Lassy-Bouiti que vous aviez déjà amorcé tout à l'heure. C'est que, bon, ce jeune opposant, pour ceux qui nous suivent, qui peut-être n'ont pas suivi les premières informations sur Lassy-Bouiti, c'est un jeune opposant qui avait été donc enlevé chez lui devant sa femme, battu par des hommes cagoulés. Voilà, séquestré pendant 10 jours, torturé, et selon ses explications, il a même été injecté des substances dont il ignorait encore les conséquences, après jeté dans un collecteur d'eau, Madoku Tchekele. Et la réaction du gouvernement congolais par la voix de son porte-parole était de dire ils en étaient peut-être pas trop informés, mais qu'ils soupçonnaient les services parallèles. C'est Thierry Mongala qui est venu dire ça, et les Congolais découvraient ce jour-là qu'il existait des services parallèles au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut prendre cela pour un aveu, finalement, de crime? Le prendre pour un aveu, ce serait confirmer des soupçons, et vous comprenez que de par... C'est lui qui le dit, hein. C'est lui-même, Thierry Mongala, qui a dit ce seraient des services parallèles. Et quand on vous dit services parallèles dans un État, vous imaginez ce que ça veut dire. Mais aussi, à côté, il y a eu, jusqu'aujourd'hui, le silence de l'État congolais, de toutes les institutions. Cette déclaration de M. Mongala est un indice. En droit pénal, on en parlerait sous la forme d'un indice. Et si on le considérait comme un aveu, il devra être corroboré par d'autres éléments factuels. Mais toujours pour rester dans l'esprit de l'État qui est en plein dépérissement aujourd'hui, qui est en pleine décrépitude devant nos yeux, l'affaire de Lassy-Bouiti vient confirmer cet élément-là. Et en allant plus loin dans le déroulement de ce raisonnement, cette affaire vient surtout révéler le fonctionnement partial et politique des institutions judiciaires. Parce que lorsque vous avez une autorité judiciaire qui est parfaitement indépendante, elle n'a pas à attendre que le gouvernement puisse réagir. Le gouvernement peut ne pas réagir, ce qui a été le cas. Mais que l'appareil judiciaire... Maître Anis et Charles Poitiamar, est-ce que le silence de l'État sur le cas Lassy-Bouiti n'est pas là une complicité de crime? Un individu, un compatriote ne peut pas disparaître pendant 10 jours et que tout le monde est au courant, après jeté dans un collecteur, on a vu son état et jusque-là, tout le monde est silencieux. Et savoir qu'avant son enlèvement, Lassy-Bouiti avait porté plainte. Il avait déposé plus de 10 plaintes selon lui-même et avait même demandé sa protection parce qu'il se sentait menacé. Il venait même d'échapper à une tentative d'assassinat. Est-ce que le silence de l'État congolais, de toutes ces institutions, je parle ici de la justice aussi, puisque le procureur ne s'est pas autosaisi, n'est-ce pas là une complicité de crime? Vous employez des termes qui sont techniques, vous parlez de complicité, et en droit, il y a des éléments qui doivent être remplis pour confirmer qu'il s'agisse d'une complicité. Et vous comprendrez... Je vous comprends très bien, vous êtes dans votre domaine, mais bon,
Voilà, toutes les fois que vous allez dans la matière juridique et judiciaire, je suis obligé de rester dans une certaine réserve parce que je ne peux pas faire de casuistique. Cependant, lorsque je sors du droit et que je fais une interprétation générale des faits tels qu'ils sont en train de se dérouler, je reviendrai sur le dépérissement de l'État parce que quand le ministre de la Communication vous parle des services parallèles, vous vous dites qu'il a fait un aveu. Mais le fait même de mentionner l'existence des services qui échapperaient au contrôle de l'État, cela confirme le dépérissement de l'État parce que dans un État, il n'y a rien qui doit échapper à l'autorité centrale. Tout est contrôlé, tout est coordonné. Et ici, vous avez le ministre de la Communication lui-même qui vient vous dire qu'il y a des services qui échappent au contrôle des pouvoirs publics. Et donc, nous sommes vraiment face à ce dépérissement. Cependant, quant à la complicité et de m'avancer sur des éléments qui seraient purement de droit, je suis obligé d'observer la réserve. Alors, nous parlions donc du dépérissement de l'État, c'est ce qu'il faut peut-être dire, parce que c'est dans ce même pays où on a suivi, je crois que vous l'avez suivi, hein, dans son discours du 28 novembre dernier, Denis Sassou Nguesso rappelait que de l'argent était dilapidé sur la bourse ou les bourses des étudiants, c'était 6 milliards chaque année. Et il révélait aussi que dans, disons, les budgets qui sont présentés au Trésor, généralement, c'est des budgets surfacturés, il le sait, mais jusque-là, aucune sanction, aucune interpellation, aucune ouverture d'une information judiciaire sur ces cas. C'est là aussi la confirmation d'un État qui n'existe plus. Mais je reste sur cette ligne-là, effectivement. Mais je vais faire une digression parce que toutes les fois que nous parlons des problèmes du pays, il y a une tendance pour certains Congolais, de quelque bord qu'ils soient, à regarder la situation nationale sous le prisme de la tribu ou de l'ethnie. Il existe au Congo aujourd'hui un régime d'apartheid. C'est un fait, il n'est pas généralement appelé Carrément, comme vous ça, parlez mais c'est un... d'apartheid. Il faut peut-être une petite explication sur Oui, quand ce je thème. dis que c'est un régime d'apartheid, dans la définition courante, le régime d'apartheid consiste à séparer les populations par groupe ethnique. Donc, quand on dit groupe ethnique, ça peut être basé sur la race, ça peut être basé sur une culture, mais en tout cas, on sépare les populations, on opère une ségrégation au sein de la population et on organise la domination de certains groupes par un groupe qui est choisi. Et dans le cas du Congo, vous avez donc cette domination du reste de la communauté nationale. C'est un apartheid qui a évolué. Et moi, je le qualifie d'apartheid sournois et despotique. Sournois parce que il n'apparaît pas dans les lois. Nous avons des lois qui sont très belles et même bonnes, donc ça n'apparaît pas dans les lois, à la différence de l'apartheid en Afrique du Sud où c'était institutionnalisé, la ségrégation était dans les lois. Dans le cas du Congo, ça n'apparaît pas dans les lois. De surcroît, nous avons tous la même couleur de peau et donc ça ne peut pas se voir. C'est à la résonance de nos noms que nous savons qu'il y a des privilèges qui sont accordés. Vous avez les ministères régaliens qui, depuis le retour du président Sassou Nguesso au pouvoir, sont réservés aux ressortissants d'une même ethnie. Je parle du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères éclaté à la coopération et du ministère de la Justice. Vous prenez toutes les forces de l'ordre, elles sont toutes confiées aux ressortissants d'une même ethnie. Vous prenez les 3 cours suprêmes que nous avons, donc la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour des comptes, jusqu'au décès du regretté
juge Apès, pour qui j'avais beaucoup d'admiration et d'affection personnelle, toutes ces institutions, la présidence des 3 institutions supérieures de la justice était confiée aux ressortissants d'une même ethnie. Et quand vous descendez dans l'appareil judiciaire, donc le ministre de la Justice est de l'ethnie, vous prenez les procureurs de la République dans les grandes villes, les présidents des tribunaux de grande instance, le président de la cour d'appel de Brazzaville, qui est aussi la cour criminelle, donc là où on juge les opposants politiques, vous retrouverez que toutes ces personnes sont de la même ethnie. Et donc là, vous avez un véritable système de l'apartheid, et ça se pratique dans l'attribution des bourses scolaires, ça se pratique dans les recrutements de la fonction publique. C'est un système qui existe, mais qu'il faut nommer. Donc le régime dont nous sommes en train de parler est un régime de l'apartheid. Il faut le reconnaître en tant que tel. Cependant, en sorte, lorsque vous dites le régime dont nous parlons, pour être précis, le régime Sassou Nguesso est un régime d'apartheid. Je suis formel sur ce plan. Je vous ai fait une petite démonstration, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est un régime d'apartheid. Et un régime d'apartheid, on ne fait pas de compromission avec, on le combat avec détermination et acharnement. Cependant, j'insiste sur le fait que même lorsqu'on combat un régime de l'apartheid, il faudrait faire une nuance entre combattre le régime, le système politique en lui-même, et combattre les personnes qui en seraient des bénéficiaires, parce que les bénéficiaires n'ont pas choisi d'en être des bénéficiaires. Ça leur est tombé dessus. C'est le choix stratégique du régime qui a décidé de privilégier une ethnie. Et donc, lorsque nous devons combattre un tel système, nous allons le combattre sans combattre nos compatriotes qui bénéficieraient de ces avantages, parce que lorsque Nelson Mandela luttait contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, il ne luttait pas contre les Blancs, mais il luttait contre le système. Et les Blancs l'avaient bien compris, c'est pour cela qu'ils avaient adhéré au combat de Nelson Mandela, parce qu'eux non plus n'avaient pas choisi le système, c'est le système qui s'était imposé ainsi. Et donc, lorsque nous parlons du Congo, il est nécessaire de faire cette nuance, d'insister dessus pour qu'aucun de nos compatriotes ne se sente indexé ou qu'il y ait un acharnement contre qui que ce soit, et quiconque serait tenté d'aller dans cette façon de voir puisse s'abstenir, parce que c'est un mal national. Lorsque l'État congolais va s'effondrer, ce sont les Congolais sur l'ensemble du territoire national qui seront touchés. La mesure qui a été prise par Donald Trump est une mesure qui frappe tous les Congolais sans distinction. Et lorsque d'autres États vont se mettre à imiter les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, en tant que première puissance du monde, donnent le tempo à l'évolution de ce qui se passe sur la planète. Lorsqu'ils ont adopté la biométrie, tous les passeports de la planète sont devenus biométriques. Il n'y a même pas une puissance qui a résisté à cela. Tout le monde est passé à la biométrie. Donc, quand les Américains vous bannissent, vous indexent comme étant des citoyens dangereux, vous devez vous attendre à ce que le monde puisse suivre cette tendance. Et la seule réaction que vous puissiez avoir face à une telle mesure grave, c'est de réagir, de faire en sorte que vous puissiez vous doter d'institutions sérieuses et que vous puissiez recomposer votre pays, votre État. Et d'où je reviens sur un appel sur lequel j'insiste depuis plusieurs années maintenant, c'est la fondation d'une nouvelle république dans laquelle chaque Congolais aura sa place et les rapports entre nous seront des rapports de droit. Personne ne sera au-dessus de personne. Et pour reprendre une formule que j'ai utilisée concernant une ethnie, j'avais dit que son avenir
l'avenir de ses ressortissants, parce que je ne veux pas nommer, l'avenir de ses ressortissants, c'est à côté de leurs compatriotes à égalité de droits et de devoirs. Et la nouvelle République, c'est celle de l'égalité de droits et de devoirs. C'est celle que nous devons fonder ensemble, sans que qui que ce soit puisse considérer que lorsqu'on critique le régime d'apartheid, ça veut dire qu'on voudrait s'en prendre à lui. Non, on voudrait le ramener à une situation d'égalité de droits et de devoirs avec ses compatriotes et que nous ayons une république capable de construire aussi une nation. Parce que nous ne sommes pas censés demeurer un peuple, une juxtaposition de tribus. Nous avons vocation à devenir une nation. Ce n'est pas une option, c'est notre vocation. Évidemment, tout à l'heure, vous parliez donc du Congo comme un État qui a perdu ses repères et parmi voilà, les éléments qui caractérisent cela, il y a cette répression policière, pour ne pas dire aussi, en fait c'est une vague de répression policière qu'on est en train d'assister au Congo-Brazzaville. Mais de plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez constaté, dans les discours tenus par les membres du Parti congolais du travail, vous noterez beaucoup plus les menaces qui sont proférées à l'encontre, bien sûr, des Congolais, en leur rappelant les événements tragiques de 1992, 97, 98. Et pourtant, tous les Congolais savent qui en est l'auteur. Et ces éléments reviennent de temps à autre. Alors, ici, il y a quelque chose qui nous a retenu, c'est le discours tenu par un membre du Parti congolais du travail en plein culte dans la basilique Sainte-Anne du Congo, que je vous propose de suivre un autre extrait, et on revient dessus pour le décryptage. Suivez. Nous n'aurons plus un 5 juin. D'ici 2026, la présidentielle de 2026. On n'aura plus ce 5 juin. Mars 2026, la présidentielle va avoir lieu dans ce pays. Que ça ne devrait plus être sujet à problème, à palabre. Et parce que nous ne sentons venir des gens qui pensent demain à ne pas gagner cette élection parce que nous avons un champion. Et ils pensent ne pas gagner. Commencent déjà par bousculer les jeunes que vous êtes ici, à vous troubler dans vos consciences pour vous amener à un désordre. Mais si 5 juin 1997 avait reçu la bénédiction des gouvernants de l'époque, mais l'année 2026, la présidentielle ne trouvera pas, à travers les dirigeants actuels, la bénédiction d'amener le pays au désordre. Voilà, Charles Anissé à Poitiers-Mar, lorsque vous avez suivi ce genre de discours tenu dans une église, c'est-à-dire à la rigueur, c'est difficile même de croire si on n'a pas vu les images, qu'est-ce que cela vous inspire à l'orée de la présidentielle 2026 ? C'est devenu coutumier pour les partisans du Parti congolais du travail de procéder par intimidation et par des menaces à peine déguisées. Parce que souvenez-vous que ce parti est parvenu jusqu'à un certain moment à faire dire à la paix ce qu'elle ne dit pas. Donc ce parti a employé longtemps le mot paix comme le déguisement de la violence et de la guerre. Toutes les fois qu'ils ont voulu nous parler de la guerre, ils nous parlent de la paix. Ils nous disent la paix chèrement acquise. Et cela fait 28 ans que ça dure. Cet élément nous rappelle un fait que les Congolais ne doivent jamais perdre de vue. C'est que en 1992, le PCT et son chef, le président Sassou Nguesso, ont participé à toutes les élections jusqu'en 1997. Ils ont perdu toutes les élections.
Le président Sassou Nguesso, Pendant que vous allez avancer, pardon, maître Charles Anissé à Poitiers-Mar, lorsque vous dites président, est-ce par bon sens simplement ou c'est, comme qui dirait, légal, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso est un président de la République. Tout à l'heure, vous avez démontré que au Congo, l'État n'existe plus, donc la République même n'existe plus, mais vous continuez à l'appeler par président de la République. C'est juste par bon sens ou par respect? il y a une situation de droit et une situation de fait. Dans les faits, il occupe la fonction et personne d'autre ne la revendique. Et lorsque vous vous référez au droit international, euh, lorsque quelqu'un occupe cette fonction-là, l'appellation qui convient, c'est celle-là. Et même si je devrais aller dans des raisonnements de sociologie politique, je dirais qu'il vaut mieux un chef, même illégitime, que l'absence absolue de chef. Parce qu'une communauté qui n'a aucun pouvoir organisé est une communauté par essence dangereuse pour elle-même et pour les autres. Donc, je rappelle la mesure des Américains qui a été prise parce que nous sommes devenus une communauté dangereuse pour le reste du monde. Lorsque je parle de M. Sassou Nguesso en parlant du président de la République, c'est la fonction qu'il revendique. Donc, de fait, il est en situation, je le dis dans ce sens-là, mais j'ai déjà dit dans des propos antérieurs qu'il n'a pas le droit d'être au palais. Il n'avait pas le droit d'être candidat à l'élection de 2016. Nous savons la violence qui a été perpétrée contre les Congolais pour obtenir un document qui s'appelle aujourd'hui Constitution, qui n'est pas la Constitution de la République, et c'est sur le fondement de cette violence qu'il est au palais aujourd'hui. Donc j'ai déjà dit qu'il n'a pas le droit d'être au palais parce qu'il n'avait pas le droit d'être candidat à l'élection de 2016 et il n'a pas le droit d'être candidat à d'autres élections. Mais pour revenir... Donc, par réfraction. Alors, donc vous étiez en train de revenir... Vous m'avez interrompu lorsque je vous parlais du pouvoir, du parti et de son chef, qui ont perdu toutes les élections depuis 1992 jusqu'à 1997, chassés par les urnes, ils sont revenus par les armes et comme par enchantement, le même peuple qui les avait chassés en 92 et qui ne les a pas acceptés dans toutes les élections, comme s'il avait perdu la mémoire, maintenant, il vote pour ce parti et pour son chef avec des résultats extraordinaires. Donc, il y a eu un amour par enchantement qui est né de la personne qui a perpétré des violences guerrières dans le pays. L'État est en train de s'effondrer. Aucun service public ne fonctionne normalement. Et curieusement, ce même peuple continue à voter pour les mêmes personnes. Et lorsque ce peuple qui aime tant le président Sassou Nguesso au dire des résultats, lorsqu'il vote, c'est entouré de chars qu'on proclame les résultats dans la nuit. Donc, il est choisi par le peuple, mais curieusement, les grandes villes sont encerclées par des chars, il y a des militaires partout au moment où on va proclamer des résultats, alors que si c'était le choix du peuple, ça devrait être des liesses populaires. Et donc, de nous rappeler la violence, les violences passées pour nous annoncer des violences à venir, c'est un fait dont nous sommes aujourd'hui coutumiers. Et un autre élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que le Parti congolais du travail est un parti marxiste. Et les marxistes sont violents par nature et par définition. Il n'y a pas un endroit dans le monde où les marxistes n'ont pas perpétré des violences. Ils perpètrent des violences même contre les leurs. Dès lors qu'il y a des divergences entre eux, ils perpètrent des violences contre les leurs. Vous avez aujourd'hui Monsieur André Okombi Salissa qui est en prison. La seule faute de Monsieur André Okombi Salissa, c'est de s'être opposé
au maintien du président de la République par le changement de la Constitution. Il avait vu dans l'alternance politique pacifique une vertu qui devrait faire entrer le Congo dans le cycle de la stabilité politique, parce que nous aurions à ce moment-là apprivoisé le pouvoir politique, donc il se passerait des mains de certains vers d'autres sans violence. Et le seul fait d'avoir porté cette thèse a justifié qu'il soit aujourd'hui embastillé. Et quand vous regardez le procès qu'il a concerné, c'est valable pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le procès d'André Okombi Salissa ne vous dit pas, les juges n'ont pas été capables d'établir le jour, l'heure et l'endroit du coup d'État. Marien Ngouabi, tout le monde sait que c'était le 18 mars. Le M22, on sait que c'était le 22 février 72. Le coup d'État d'Okombi Salissa, personne ne connaît la date, l'heure et le lieu du coup d'État. Le coup d'État du général Jean-Marie Michel Mokoko, personne ne connaît le lieu, l'heure et la date du coup d'État. Et vous avez